Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Dans la Tech, le podcast où on partage ce qui nous fait vibrer ou pas dans le dev, le cloud et le DevOps. Et du coup, je retrouve l'équipe traditionnelle dans la tech, donc Maxence. Maxence, comment tu vas? Eh ben, plutôt très bien. On n'a pas manqué notre rentrée. On est linéaire depuis pour notre troisième année. Quand même, félicitations à nous, notre troisième année. Mais on est linéaire dans le fait de ne pas commencer en septembre, de ne pas commencer en octobre. Mais nous sommes là, très heureux de recommencer et hâte d'avoir vos retours sur ce nouveau sujet. On enregistre tout de même en octobre pour notre défense. Bon, C'est Ouais, certes, vrai. le À 2 jours 28, du fin du mois. mais c'est ça, fin octobre, hein. techniquement, ce n'est pas une faute. Et toi, du coup, Mathieu, comment tu vas? Ça va super, hein, comme l'a dit Maxence, on a du retard, mais nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Donc voilà, j'espère que vous avez la ref. Mais voilà, ouais, content d'être là aussi. Et toi Thomas? Écoute, moi ça va, ce n'est pas du retard, c'est du suspense pour nos auditeurs, pour les laisser penser qu'on est mort. Ils disent le retour, hein, c'est pour ça, c'est pour créer de la hype, hype qu'il n'y a pas. Mais en tout cas, non, moi ça va, écoute, toujours comme j'en ai déjà parlé, sur plein de choses dans ma vie perso et un peu dans ma vie pro. Donc c'est intéressant. Et on va reprendre la rentrée avec, comme toujours, un petit sujet un peu plus léger, si j'ose dire. On va parler de multi-cloud. Déjà, on va commencer un peu par parler de ce que c'est, quelle forme ça peut prendre. Puis après, on va un peu discuter de ce qu'on en a vu, ce qu'on en pense aussi. Et pour ça, bah déjà, je vais essayer de définir globalement ce que ça représente. Le multi-cloud, ça reste du coup d'utiliser plusieurs systèmes de cloud dans une entreprise, ou en tout cas sur une infrastructure. Et aujourd'hui, en fait, c'est un mot qui est aujourd'hui, ça fait quelques années que c'est assez populaire, parce que les projections et les statistiques sont assez one-sided, on va dire ça comme ça, et on nous annonce des 80%, 90% des organisations qui sont en multi-cloud ou qui vont être en multi-cloud, chiffre que j'ai toujours trouvé un peu marrant quand on regarde dans les détails, mais ça on en reviendra un peu plus tard. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui c'est devenu un peu un mot galvaudé, et qui pour moi ne signifie pas forcément grand-chose. Tout simplement, je vais mettre les pieds dans le plat, après je vais vous laisser du coup rebondir dessus. Parce que souvent, quand on regarde les études et autres, bah, ça prend un peu tout en compte. Et à partir du moment où vous avez une application qui est à 99% sur AWS et que vous avez juste l'OS qui est sur un Azure AD, ils vont vous dire bah, c'est du multi-cloud. Alors que oui, c'est du multi-cloud, mais bon, ça reste quand même très mal réparti dans le multi-cloud. Donc pour le coup, j'ai un peu de mal avec ce terme pour le truc là. Je trouve que les stats en plus sont totalement pipotées du coup et un peu, un peu fucked avec ce paradigme en fait qui est assez classique hein, de ce que j'ai vu. Parce que moi, souvent, ce que j'ai vu, ça reste ça. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà travaillé avec du vrai multi-cloud, si j'ose dire. Bah, nous on en a. Alors déjà, juste pour rebondir sur ce que tu as dit Thomas, on a raison, t'as raison parce que par exemple, c'est pas parce qu'on a juste Cloudflare devant toute l'infra Amazon ou toute l'infra Azure qu'on fait du multi-cloud, alors que ça va être compté comme du multi-cloud dans les stats. Donc en réalité, énormément de boîtes utilisent plusieurs cloud providers, Cloudflare, enfin CDN, ou même Worker, enfin tout ce qui est côté Edge, on va dire. Souvent, c'est des boîtes dédiées. T'as mentionné l'OS, on pourrait mentionner où s'arrête le cloud, je sais pas, les métriques, est-ce que c'est du cloud? Bon, je sais pas, un Datadog, c'est un cloud provider? Pas vraiment, on peut dire c'est un SaaS, mais voilà. T'as raison sur ça, mais nous on fait quand même du multi-cloud. Mais pareil, c'est pas forcément très bien équilibré. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes réglementaires qui nous forcent à mettre une partie de l'infra sur une partie de certaines applications spécifiques du moins, et bases de données, sur une infrastructure qui doit être certifiée Secnum Cloud. Donc là, c'est un multi-cloud forcé par contraintes réglementaires, où en effet, bah, on a dû aller déployer un peu de l'infra chez un autre cloud provider, mais pour vraiment un petit bout de l'appli, on va dire, pour un produit spécifique. Mais je le compterais quand même comme du multi-cloud, un peu plus que par rapport à un Cloudflare, voilà, qui est juste devant l'appli pour faire du CDN. Mais juste, je rebondis là-dessus. Du coup, c'est une partie de, genre, c'est quelques microservices qui sont chez un autre cloud provider, où vous avez Exactement. ok, vous avez pas toute Ouais. l'application qui a été recopiée un peu. Non, non, c'est quelques services, plus sa base de données, plus toutes ces données en fait. Et ça suffit, on va dire souvent, c'est souvent comme ça quand on a des contraintes réglementaires, en fait elles ont un scope. En fait c'est un scope de service qui doit être déployé sur une infrastructure Signum Cloud.
si ce scope-là est isolé du reste, avec les sécurités qui vont bien ensuite pour la communication interservice, bien sûr, hein, authentification et autres, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à tout redéployer, il y a juste à redéployer ce qu'il faut pour avoir la certification. Et ben, un peu pareil. Euh, Là où je suis actuellement, il n'y en a pas. Enfin, on peut déployer partout, mais on fait pas de multi-cloud. Et la plupart des cas que j'ai pu voir, c'est un peu le même que toi, Mathieu. C'est un morceau, un petit truc qui a la capacité de tourner sur plusieurs clouds. Alors, t'as la définition de multi-cloud qui est juste, on utilise deux clouds différents, mais il y a rien de croisé. Et puis t'as la définition où vraiment on croise les services et t'es capable de redémarrer tout ce que t'as sur AWS sur GCP. Mais en fait, en pratique, je crois que je l'ai jamais vu de façon complète. C'est toujours parcellaire. Genre, tu dis, bah voilà, ce service-là, je le réplique et il est capable de retourner de l'autre côté. Mais en fait, c'est tellement compliqué et cher. Parce que, enfin, rien que ton ingress réseau des deux côtés, tu pleures. Et puis, c'est-à-dire que la plupart des services managés aussi, tu vas devoir les oublier parce que tu pourras plus les utiliser aussi. Euh, moi, j'y vois très très peu d'intérêt. J'y vois très 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 peu d'intérêt. Euh, on l'a vu là il y a récemment avec le problème chez AWS. Ouais, t'es content, tu peux repartir chez GCP, mais si t'as pas tout, en fait, tu repars pas. Enfin, t'as rien qui tourne quoi. Donc soit tu fais tout, soit tu fais rien, mais un entre deux, j'ai jamais vu marcher réellement quoi. Ouais, et puis bon, après, t'as le temps de remettre en place, quoi. Quand t'es Shadow, c'est qu'il y a un incident, tu doutes qu'un incident va pas durer 3 semaines. Donc, tu vas pas t'amuser à t'engager dans une manœuvre qui est lourde, quand même, qui est de retransférer toutes tes données chez un autre cloud provider et tout relancer. C'est quand même une décision qui est pas juste un petit bouton, t'appuies, tout se fait automatiquement et tu vas fumer une clope, quoi. Donc, c'est un peu moche. Après, moi, ce que j'ai connu alors, je sais pas si on considère ça du multi-cloud, tiens, mais j'avais une boîte où j'étais, où c'était un peu la même situation que toi, Mathieu. On avait un service, du coup, qui était un service pass pour des grandes entreprises et l'État. Et justement, pour l'État, ils avaient une région à part, qui était chez un autre cloud provider qui était français. Mais du coup, c'était l'application qui était entièrement, du coup, dupliquée. C'était vraiment, on avait fait vraiment un copier-coller de l'app, mais qui était géré autre part, les pipelines déployés sur les deux, etc. C'était vraiment une région à part, donc je suis pas sûr que j'appellerais ça du multi-cloud. Oui, ce qui n'est pas cette notion peut-être de fallback si t'aurais pas redéployé la partie euh, hors de la zone étatique sur ta zone étatique en cas de problème. C'était vraiment pour séparer et peut-être ouais, des raisons légales. Donc bah, ça compte quand même parce qu'on va dire que tu gérais deux cloud providers. Donc j'accorde le point quand même. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est Après, comme disait Maxence, il y a un problème, c'est pour les service managers et tout. Au-delà de pas pouvoir les utiliser, on pourrait se dire qu'on pourrait utiliser un RDS. Moi, je prends un RDS qui fait du MySQL ou du Postgre. Quasiment tous les cloud providers proposent du Postgre ou du MySQL en managé. Mais le vrai souci, c'est que sur les services managers, du coup, en permanence, tu nivelles par le bas, quoi. Tu es obligé de t'aligner sur celui qui a le moins d'options et le moins d'évolution possible. Sinon, bah, tu as un gros déséquilibre entre les deux et tu commences à avoir des problèmes un peu à la con, quoi. Donc c'est vrai que Ouais, là-dessus, puis si tu commences à vouloir faire de la réplication logique à travers Internet, ou alors tu prends une fibre, une dark fiber entre toi et GCP, enfin AWS et GCP, pour faire de la réplication logique PostgreSQL, à part envoyer ton argent directement à la poubelle, je vois pas trop l'utilité du truc, quoi. ouais, ça peut. C'est vrai qu'en plus, comme disait Damien juste avant, le temps de remonter le truc le jour où ça tombe, bah, on sait très bien que ce genre de scénario, c'est bien le genre de truc où quand ça arrive, ça remonte pas en plus, hein. Enfin après, donc ouais, j'ai jamais connu non plus de boîte, même quand j'y pense là comme ça, qui faisait du multi-cloud, mais en mode ouais, on perd le cloud principal, ça redémarre ailleurs. J'ai jamais connu ça en fin de ma carrière. J'ai connu des boîtes par contre qui avaient des points de présence un peu partout, donc c'était du multi-cloud pour être au plus proche des clients, avec pour le coup de l'infra parfois un peu conséquente quand même, voilà, avec où ça, au niveau données, ouais, il fallait quand même, il y a pas mal de requêtes par seconde, etc. Donc là, c'était vraiment pour avoir de la réactivité. Mais il y avait quand même des zones spécifiques, bien sûr, pour toute la partie back-office, la partie back-end, etc. Mais il y avait quand même de l'infra assez conséquente déployée au plus proche parce que des use cases avec des contraintes de latence très fortes. Donc là, ça a du sens, mais bien sûr, le scope là aussi était pas complet. C'était vraiment sur un scope limité à chaque fois, enfin, ou des briques particulières. Euh, ouais, je peux pas donner d'exemple en fait. Je peux pas donner d'exemple de boîte que j'ai connu, même dans mon entourage, qui a fait du vrai multi-cloud actif-actif ou actif-passif avec un vrai failover, là, comme ça. Après, si on prend la philosophie, elle est belle, hein. Enfin, franchement, dire que t'es capable de tourner
et que AWS peut disparaître et que t'as pas d'impact, et que pour tes utilisateurs c'est magique, etc., je pense qu'il y a beaucoup de monde qui signerait très vite pour l'avoir. À mon sens, c'est surtout que la réalisation de ce genre de truc est juste irréaliste dans la plupart des cas, ne serait-ce que d'un point de vue purement financier, quoi. Surtout que déjà, t'es sur AWS, tu veux faire du multi-région. Juste du multi-région dans le même cloud, c'est déjà le bordel, hein. En réalité, quel que soit le cloud provider, c'est déjà ultra pénible. Je parle pas d'AZ, hein, parce que le AZ, multi-AZ, ça va, notamment chez les gros. Mais le multi-région, c'est déjà des galères sans nom. Euh, alors, du multi-cloud, ouais, aucune boîte, enfin, les boîtes n'ont juste pas le budget en réalité. C'est juste ça, Juste tu il y fais a une pas. Aurora Global Table et c'est réglé. Bah, Oui, après, alors, c'est pas qu'une question de budget, je pense que c'est aussi une question d'équilibre entre surtout le budget et le besoin, quoi. Moi, aujourd'hui, tu prends la plupart des gros fournisseurs, que ce soit AWS, que ce soit GCP, que ce soit Azure, si ton infra elle est à peu près bien foutue dessus, en plusieurs AZ et tout, il y a quand même peu de chances que sur l'année, ça soit responsable de panne à un niveau où ça détruise ton TSLO, quoi. ouais, tu as bien fait de mentionner les SLO parce qu'en fait, si une boîte a veut 99,999, je sais pas combien de 9, ouais, mais après, je vais sortir la calculette, là, le SLA calculator, mais même à 99,9, on tolère 8 heures de downtime par an. Donc en fait, Amazon, on était en dessous. Mais t'as combien de temps de downtime la semaine dernière? Bah 8 heures. 8 heures, ah ouais, quand même. Non, je crois que ça te dirait même plus que ça. Ouais. Après, en fait, le truc c'est que, à mon sens, j'ai l'impression que c'est de plus en plus un faux problème. C'est-à-dire que quand on prend, tu vois, un incident comme la perte de US East One la semaine dernière, en fait, ça a impacté tout le monde. Tes propres clients étaient impactés. Donc enfin, je vois pas En fait, j'ai l'impression que tout le monde est très compréhensif dans ces genres de cas-là, tu vois. Quand c'est vraiment le gros downtime d'Amazon, qui arrive une fois tous les, quoi, 5 ans, ils ont un petit problème, grosso modo. Enfin, un petit. Là, c'était pas si petit que ça. Mais grosso modo, tout le monde sait que quand ça impacte US East One sur AWS, bah c'est finito en fait. C'est AWS au global qui va avoir des problèmes parce que tout est central là-bas et que c'est hyper névralgique. Et j'ai l'impression que globalement tout le monde l'accepte. C'est-à-dire que on va pas venir te faire chier avec des Enfin moi j'ai jamais vu personne nous faire chier avec des SLA, des SLO parce qu'ils ont eu un downtime machin etc. Parce que de toute façon eux-mêmes étaient couchés. Donc Ça dépend du produit, on va dire, pour moi. Ça bah dépend vraiment du produit. tous les produits par lesquels je suis passé, à chaque fois en fait les gens veulent toujours du 99,999 avec plein de neufs. Plus il y a de neufs, plus ils sont heureux. Mais dans la réalité derrière, quand il y a une coupure AWS, tout le monde est là et fait bon, on va attendre. De toute façon, tu Ouais, pouvais faire quoi ouais. quand Mais tu es Swan était couché? Si t'as oui, perdu la YAM? ouais, mais en vrai, toi, l'incident Amazon, du multi-région, t'aurais déjà pu respirer. Non! Non, non, parce que du coup, Bah non, Ah, nous, justement, ça a impacté IAM et compagnie. on a rien eu à Paris, hein, nous. Parce que en fait, tes workloads Pas étaient pareil. pas impactés. Ouais, c'est ça, mais Moi, j'ai eu on quelques a eu latences. l'ECR vite fait, quoi. J'ai eu quelques latences augmentées. Enfin, je sais pas si tu utilisais DynamoDB, mais DynamoDB, si t'avais activé l'option Global Table pour avoir de la Ah réplication oui, oui, multi-région, si t'avais. t'étais KO. Ouais. Et c'était le moment où, quand l'IAM, alors l'IAM a pas été planté toutes les 8 heures, il a été planté pendant 2 heures, je crois. Non, ouais, nous, on n'a pas eu de soucis d'IAM. Parce que t'as eu, en fait, c'était la création de nouveaux, enfin, toute la partie création, Ouais, la etc. Ta création, console ouais. était HS, etc. Ouais, 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 tant que ça Pour tourne. une fois, c'était pas un incident où il y a plus d'IAM du tout. Ouais, C'est juste que ton IAM était plus capable de créer de nouveaux trucs, etc. Ce ouais, qui est chiant, mais ce qui empêche pas le reste de continuer à ouais, c'est fonctionner. vrai. Mais il y a 5 ans, le dernier gros incident sur US East One, le blast était partout. Enfin, toutes les régions étaient down, toutes les régions étaient couchées pendant plusieurs heures, Et c'est toujours ces parce zones-là en que plus, hein. IAM était couché. Enfin, Ouais, on le sait, chez AWS, quand IAM tombe, tout tombe. tu regardes ton clavier, tu te mets comme ça, tu regardes ton clavier, et t'appuies toutes les 5 minutes sur F5 pour te dire, alors, est-ce qu'il y a eu un update? Tu peux rien faire, en fait. Tu peux littéralement rien faire. Et c'est peut-être triste, parce que pour le coup, c'est sûr que si t'es hébergé chez un OVH ou un Scaleway, etc., t'es pas impacté. Ouais, sur celle-là. Sur celle-là, oui, t'es impacté par d'autres aussi, tu vois. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand il y a des grosses coupures comme ça d'un cloud provider, un des trois, hein, grosso modo, il y Hmm. a beaucoup plus de compréhension par tout le monde sur le fait que, vas-y, de toute façon, on a tous été touchés, on a tous été impactés, Ouais. pas grave, tu vois. mais c'est aussi parce que c'est des grosses boîtes très sérieuses qui sont impactées, quoi. Donc c'est sûr que
quand tu as une petite startup ou quelque chose et que tu es impacté, tu vois derrière, tu as EA Games ou des trucs comme ça qui sont impactés, tu fais bon, bah, je suis pas plus nul que les autres, quoi. Et vu que c'est des grosses, tu te sens peut-être un peu moins con, je pense aussi que dans d'autres cas. Bah, finalement, on voit que tout le monde est impacté, comme dit Maxence, quand ça arrive. Et je pense qu'il y a énormément de boîtes qui ont été impactées par la panne d'Amazon. C'est des boîtes qui ont quand même de très bons ingénieurs. Il y en a eu partout dans le monde. Et, et souvent, c'est vrai qu'on voit des critiques, on dit ouais, pourquoi ils n'ont pas fait du multi-cloud, etc. ou des choses comme ça. En fait, ces gens-là, ils y ont pensé. Hein. Je veux dire, enfin, là, on discute dans le podcast, mais on travaille tous. Enfin, plus moi maintenant, je suis plus SRE, ouais, officiellement, mais on a tous travaillé dans l'infra, etc. Et on continue de travailler sur des sujets, on va dire en lien. Oui, on connaît les différents, voilà, mono cloud, mono région, enfin, une seule AZ, multi AZ, multi région, multi cloud, etc. Enfin, on connaît tous ces principes-là, et ensuite, c'est juste qu'il faut doser entre bah, le quotidien, le taf à faire, le budget, la taille des équipes, des choses qui sont beaucoup plus urgentes, parce qu'il y a Et beaucoup ton de risque, boîtes. hein. Ouais, et ton risque, c'est ça, le risque. En fait, c'est ça, au bout d'un moment, c'est même pas une décision tech, hein, en vrai. Ah Et non, parce d'ailleurs, que dans les grandes 8 heures boîtes, de coupure une fois tous les 5 ans, ouais, c'est ça. T'as une équipe risk et compliance qui dit ça passe. Ou ça passe pas. Si ça passe pas, et ben dans ce cas-là, ça c'est là où passe. en En tant que fait, tech, oui, la réalité, c'est que ça passe toujours. ouais, C'est je sais ouais. plus quelle banque qui a eu un problème un Crédit week-end, mutuel. tu peux plus payer Oui, par oui. carte bleue. C'était, je crois que c'était Au le, final, je vais ça, pas non dire mais de conneries, mais oui, au Oui, final, c'est passé. c'était oui, oui. CLCL et Crédit Mutuel. Je sais parce que Ouais. j'étais avec ma femme, on avait quatre cartes bancaires Crédit Mutuel. C'est une très mauvaise idée. C'est la carte bancaire Voilà. Pointo qui nous a sauvés. Ah, voilà. Mais c'est un, tu vois, c'est un grand classique en fait. C'est, Ouais, c'est vrai, ouais. en fait, on se dit toujours, ah ouais non, si le système bancaire par exemple est KO, demain Mastercard est KO, Ouais, c'est la même tu chose, vas hein. faire quoi? Ça sera KO, c'est tout. Mais Tu surtout feras que pas ça, tes courses. mais Enfin. surtout que ça arrive en plus. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui en effet peuvent Mais ouais, arriver à n'importe quelle boîte. C'est ça que je veux dire. complètement. Je pense que c'est là où il faut relativiser, c'est que ça arrivera, ça va arriver. Maintenant, il y a une différence entre un truc systémique que tu ne peux pas maîtriser et un truc que tu peux maîtriser, tu vois. Faire ton rollout de node EKS comme un gros cochon parce que tu veux pas attendre 20 minutes, non, ça c'est interdit. Avoir un downtime parce que AWS est complètement couché, ça c'est autorisé, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord au final, hein. Puis, Pour moi, c'est comme avoir un downtime parce que OVH a, je sais pas, un problème sur leur routeur réseau. Ils ont perdu toutes les routes de leur routeur réseau, tu vois. bah, ils l'ont eu il y a une paire d'années, Ouais, mais tu peux rien Octave. faire. En fait, toi, de ton Ouais. côté, t'es là. De toute façon, déjà, t'as plus accès à rien. Au moins, comme ça, c'est réglé. Et puis surtout, tu peux rien faire. Et en plus, la panne était marrante parce que c'était un type qui avait copié-collé dans le backbone de la configuration du switch, je sais pas quoi. Copié-collé d'un PDF et en fait, il y a un saut de ligne qui s'est mis sur une commande. Bam, OVH down. Je pense que quand t'es en face de l'écran, que t'appuies sur entrée et que tu vois tout Et qui devient rouge, ouais, et que tu vois t'as que la t'as pas la goutte fin là. de la commande. Tu sais, T'as la goutte là, comme ouais, ça. t'as le RM-RF, mais t'as oublié le truc après le slash, quoi. C'est ça. Bah, Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais tu vois l'idée. quand tu Ah, lances ça un doit être du truc comme PG. ça, clairement, et que tu vois la connerie qui a été faite, t'as un moment de grande solitude. Faire CTRL-C, mais c'est trop tard. Non, mais comme quoi ça arrive. Et puis de toute façon, après, bon, je présume, je sais pas comment ça se passe, parce que nous, on n'était pas impacté par celle-là, mais Amazon va compenser aussi. Mais ça va être que dalle par rapport à la perte, bien sûr, des entreprises, parce qu'ils vont filer le prix de 8 heures de, de compute, donc globalement, ça vaut pas trop le coup. Puis de toute façon, dans un mois, plus personne n'en parlera. Mais moi, je trouve que même 2 jours après, plus personne n'en Ouais, oui, parlait, hein. même là, oui, c'est vrai qu'on est pas longtemps après là, et on n'en entend plus parler non plus. Moi, tu vois, tous mes workloads qui sont aux US sur East East One, ils ont pas été impactés. J'en ai un seul qui a été impacté, c'est parce que j'avais un private link. Hmm. Sinon, tout le reste a continué à fonctionner. Moi, j'étais à côté, je priais, je regardais. Non, c'est bon, tout va bien. Mais au final, c'est passé crème. Bon, j'ai un petit trou de 2 heures sur les private links où je reçois plus rien. Ouais. Enfin, Du coup, ouais, le multi-cloud aurait sûrement mis limite plus de temps, t'aurais mis plus de 2 heures à basculer vraiment s'il y avait des données à transférer et tout ça. en Mm. vrai, à la criticité des données que j'ai aujourd'hui, je l'aurais pas fait. Parce que mes clients préféreront attendre 8 heures, que AWS répare et perde zéro data, que d'avoir perdu un delta de 24 heures. Ou 1 heure ou 2 heures, enfin peu importe le delta. Je les aurai tous au téléphone, ils me diront non, mais on va attendre qu'AWS reparte. Mais c'est après sur les données, il y a quand même un truc. Mais là aussi, un usage, on va dire très limité, mais c'est pas déconnant pour moi, pour certaines boîtes, par exemple, d'avoir des backups dans un autre cloud provider. Je prends l'exemple du hedge fund australien, je crois, il y a l'année dernière. Ça devait être Google, je crois. Ouais. Google a supprimé leur compte
je crois, leur compte Google, quoi, avec toute l'infra. Et l'infra, c'est juste auto-détruite. Enfin, ils avaient plus de compte Google, tout a disparu. Et en fait, ils ont pu restaurer, parce que là, il n'y a vraiment plus rien, c'est clean-up complet du compte, toutes les ressources. Et c'est un truc qui gère je sais plus combien de centaines de millions. Et ils avaient un backup à l'arrache, fait je sais pas où, et voilà, ils ont pu repartir de ça. Donc en fait, je pense que mais là aussi, c'est une question de risque, mais ça coûte pas très cher, en fait, en réalité, de mettre un backup, le backup qui tourne toutes les heures, etc., ou tous les jours, ailleurs, pour au moins avoir les données en cas de méga pépin du cloud, s'il y a besoin même d'aller d'extraire de la donnée pour des raisons légales ou des choses comme ça, au moins c'est accessible, on va dire. Ça, pour moi, mais là c'est un cas encore assez limité, quoi. C'est pas toute l'infra, c'est juste les backups. Après, ce qui est chiant sur AWS, typiquement, ça va te coûter cher d'extraire les données. Moi, je sais qu'on a des Ah clients oui, sur c'est sûr. AWS sur lesquels on a parlé, on a refondu la partie backup. Pour les instants, on l'a juste mis dans un autre compte AWS qui est dans la même orga, mais quand même un autre compte et qui est surtout dans une région différente. Rien que ça nous coûte déjà quand même un peu d'argent quoi sur le compte. Ouais, Donc, c'est vrai. si on le sort, c'est juste un truc de fou. Et c'est un peu le problème de Ouais, ces stratégies-là aussi. Mais je pense, on en je, revient à ce que Maxence disait. La question, c'est le coût. Et sur AWS, typiquement, les RS, c'est tellement cher que c'est pas possible. En fait, dès que tu as un minimum de data, c'est mort. en fait, je pense que... Alors, ça dépend comment tu gères ton risque. Mais le minimum du minimum pour moi sur AWS, c'est snapshot de ta data. Genre, si on prend RDS, c'est snapshot. Le plus régulier que tu puisses. Minimum, une fois par jour. Si tu peux faire plus, fais plus. Ça, c'est le niveau 0. Niveau 1, c'est tu utilises AWS Backup pour répliquer tes backups sur une autre région. Parce que t'es pas à l'abri demain de perdre ta région principale, t'es content de l'avoir sur une autre région. Et s'il vous plaît, on prend pas la région d'à côté. Hein, quand c'est à Paris, à Londres, tu prends pas l'Irlande. Ça sert à rien, c'est trop proche. Tu vas aller en Allemagne. Tu prends un peu de distance. Tu restes en Europe, mais tu prends un peu de distance. Ou à Paris. Encore Paris est un peu proche. Niveau 3, c'est on extrait ça et on l'envoie autre part. Et je pense que, alors peut-être pas tous tes backups, si tu veux, toi, tu fais un backup une fois par heure, un snapshot une fois par heure, t'as peut-être pas d'envoyer toutes les heures ton backup à l'extérieur, tu vois. Mais l'avoir potentiellement une fois par jour, tu prends ton dernier backup et tu le dump vraiment, mais physiquement, pour le mettre sur un autre provider européen, etc., ça me paraît maintenant presque un minimum parce que justement, tu as une fermeture d'un compte. Parce que demain, t'es pas à l'abri de te faire hacker ton compte AWS, même s'il y a plein de sécurités qui existent pour l'empêcher, mais te faire hacker, il commence à supprimer les DB, etc., bah t'es pas bien quand même. Ouais, en effet. Donc je pense que ça devient, en tout cas tout doucement, un prérequis d'aller copier ces datas vers d'autres comptes, quoi. Voire potentiellement, si tu veux enfin, éviter le risque de que AWS ferme ton compte par erreur, créer une autre AWS organisation qui est pas liée à la première, c'est vraiment une organisation différente, voire juste un account différent sur lequel tu mets la réplication des snapshots dessus, tu vois. Ça te coûte moins cher parce que c'est interne AWS, tu payes pas le transit et tu peux partager des snapshots entre comptes. Donc déjà, tu snapshot, tu recopies le snapshot de l'autre côté, tu t'enlèves le côté où si AWS ferme le compte, peut-être qu'ils verront pas le deuxième, avec un peu de chance. Peut-être. Ils verront pas le deuxième et tu pourras toujours repartir de là. Mais c'est vrai que ça, c'est des cas dramatiques. Enfin, je pense que le hedge fund, quand il s'est retrouvé, il a plus accès du tout à son AWS, il y a plus rien qui tourne. J'aimerais pas être le gars d'astreinte à ce moment-là, hein, parce que alors, tu fais quoi? Bon, franchement, demain, tu me coupes tous mes comptes AWS, je sais pas quoi faire. Je sais pas par où commencer, en fait. Si t'as plus rien, Ouais, c'est vrai que c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais tu vois, un truc comme ça, en fait, tout le monde va te dire. Enfin, c'est toujours pareil, en fait, là, tout le monde va critiquer le fait que le risque n'ait pas été prévu. Enfin, tu vois, alors qu'en fait, ça arrive toujours à passer entre les mailles du filet d'une manière ou d'une autre, hein. Mais après, dans la logique, ton PRA tu dois avoir un PRA qui Oui, des fois juste de dire, bah là, si jamais on perd tout ça, on est juste fini, quoi. C'est de c'est ça. savoir jusqu'où tu vas, mais de toute façon, il y a toujours un moment où tu seras fini. Moi, c'est comme là, Maxence, tu disais de pas être dans des régions trop proches géographiquement. Après, en vrai, entre Paris et Londres, c'est quoi en fait le risque qu'il peut y avoir physiquement? C'est que tu as quoi, un bombardement nucléaire qui rase les tu deux sais, un villes? petit chapiteau qui fait un petit nuage comme Ouais, ça. bah, moi, j'ai envie de te dire, je suis une entreprise, demain tu me dis, à ton risque, si tu mets dans le si tu mets, par exemple, je sais pas, moi, à Paris, à Strasbourg, s'il y a une guerre ou un bombardement, tu perds les deux. Moi, je suis en mode, j'aurais peut-être d'autres problèmes avec ma boîte, en fait, d'ici à ce qu'on ait une guerre, et mon backup de ma boîte sera peut-être, je serai en mode don't care, quoi. Donc, Mais t'as des SLA comme ça, parfois. En mode, oui,
on respecte, mais en cas d'astéroïde, attaque nucléaire ou autre, le SLA ne compte pas. Ouais, mais d'un côté, c'est un petit côté troll, généralement on met ça pour se marrer, mais ça aborde un vrai point qui est dû à partir de quel moment on dit, bah là, de toute façon, c'est plus on s'en fout, quoi, c'est plus la priorité. Et pareil, tu vois, c'est un risque qui se mitige. Parce qu'on l'a eu quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine ou en Israël, c'est pareil. Enfin, je travaillais avec des boîtes israéliennes à ce moment-là. En Ukraine, non. Bah, d'un seul coup, les gars, ils sont plus forcément dispo pour bosser sur ton sujet parce que ils ont un autre problème dans leur pays, tu vois. Et pourtant, les boîtes, elles se sont pas arrêtées parce que certaines boîtes, alors pas toutes, avaient préparé le sujet et donc il y avait des personnes dans plusieurs pays, expats. Tu vois. Typiquement, c'est un des avantages d'avoir plein de personnes dans plein de pays différents, c'est que demain, t'as une guerre en Europe, bah, si t'as des gens aux US, en Afrique, en Asie, etc., bah, eux, ils peuvent continuer à bosser, tu vois. En tout cas, d'un Ouais. point de vue business, c'est très intéressant. D'un point de vue humain, c'est un gros problème. Après, sur ce que tu dis, ça a quand même du sens sur l'autre risque du cloud. Mais, enfin, c'est, par exemple, à raison, hein, mais la Russie, bah, on a des restrictions aujourd'hui d'exportation, etc. Et bah, demain, enfin, il y a peu de chances que ça arrive, mais on peut toujours se dire, t'as pas quelqu'un qui va appuyer sur le bouton off d'Amazon ou de Google. C'est un autre risque, mais pareil, c'est encore une histoire de risque et est-ce que c'est quoi les chances que ça arrive? Il y a aussi des boîtes qui raisonnent comme ça, comme tu l'as dit, en mode, si je me prends des sanctions économiques ou des sanctions où je vais pas pouvoir utiliser certains outils, il faut que j'ai une solution de backup parce que c'est trop critique, soit pour le pays, soit pour la boîte, de pas pouvoir continuer. Et je sais pas comment ça se gère ça après, enfin ouais, je suis pas non plus un expert sur le sujet. Je sais pas, moi je suis vraiment d'avis qu'à partir du moment où on considère que la théorie, bah, là on part dans les théories un peu folklore quoi, mais genre Ah, tu m'étonnes. imaginons l'Europe rentre en guerre contre les États-Unis, ils coupent AWS, et à partir d'un moment, 90% des boîtes, leur principal problème c'est pas de pueur d'infra, hein. Ouais, ça va être le C'est M51 qui vole au-dessus de l'Atlantique. ouais non mais tu vois, ouais, et un moment ton problème c'est ouais, j'ai perdu mon infra. Ouais. Ouais. Donc Ouais, On en rigole, mais sans la partie guerre, tu prends juste la partie économique, je pense que c'est un risque aujourd'hui à prendre en compte malgré tout, tu vois, parce que les Américains ont déjà été hostiles envers d'autres pays, principalement les Chinois, mais demain ça pourrait être d'autres pays, tu vois. Faut quand même se rappeler de l'épisode Huawei. Enfin, Huawei, ouais. du jour au lendemain, on leur a dit, bah, t'existes plus. Enfin, t'as plus le droit de rien faire. Et là, bon, ils sont toujours là et ils se portent bien. Donc, tant mieux pour eux. Mais pour le coup, tu vois, demain, les États-Unis décident que AWS a plus le droit de vendre à des sociétés autres qu'américaines. Comment tu gères ce risque, tu vois? Enfin, en vrai, là, tu commences à rentrer dans un truc vraiment compliqué, sachant que tu te retrouves dans le même temps où s'ils l'appliquent à AWS, ils vont l'appliquer à GCP et Azure aussi. Et là, tu te retrouves dans un setup où en fait, bah, tu fais comment? T'as plus aucun prestataire. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rapatries sur du OVH, du Scaleway, etc. Et Mais je suis encore, pas hein. sûr qu'ils soient capables de tenir la cadence de livraison de machines pour soutenir tout ce monde-là. Et puis, même ta migration, elle se fait pas en 3 minutes, tu vois. Enfin, faut refaire toute ton infrastructure, faut tout rebuilder de zéro, etc. surtout que sur un fournisseur comme OVH, c'est moins managé qu'AWS, hein. Faut quand même. Mais alors, que ce soit moins managé ou même si c'était aussi bien managé, demain je te demande de migrer tout sur GCP en 24 heures, je pense que personne n'en est capable. Parce que Ouais, même en les un mois, hein. paradigmes changent, etc., etc., tu vois. Mais c'est surtout en plus que, sans parler des services managés, etc. Enfin, si on entre vraiment dans la fiction, en vrai, le matos n'est pas européen non plus, hein, dans les DC. Les softs type VMware, enfin, t'as également beaucoup de softs comme ça qui tournent dans les DC. Enfin, si la sanction tombe sur comme et sur des trucs comme Nvidia, Intel ou autre, de toute façon, t'es dans la merde, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, mais du coup, ça me fait quand même marrer qu'on soit arrivé à des extrémités quand même qui sont assez, bon, on va dire Ouais, improbables, ouais. quand même, Oui. à moyen, à court terme, très improbable, à long terme, improbable, mais bon, d'ici là, le contexte sera totalement différent. Mais qu'on en soit arrivé là pour défendre l'idée quand même d'avoir du multi-cloud. C'est-à-dire que Ouais, dans t'as la raison. réalité, c'est quand même dur de défendre, d'investir un budget qui est colossal parce que la complexité, comme je crois que c'était Mathieu qui disait, entre de l'infra simple sur une AZ, de l'infra sur deux AZ, c'est on va dire deux fois plus complexe. Et encore, j'exagère parce que généralement les cloud providers c'est quand même bien Ouais, c'est géré.
Et entre du multi-AZ et du multi-région, on va dire c'est 5 fois plus compliqué parce qu'il faut gérer plein de choses au niveau des réseaux, etc., latence. Et entre le multi-région et le multi-cloud, où là, on est sur du 100 fois plus compliqué, quoi. C'est exponentiel, je trouve, la différence entre les différents niveaux, on va dire, de redondance. Ouais, puis C'est bien des blog posts de SN. avec des beaux schémas, avec des cases, avec 3 clouds et un load balancer devant, et des NSNicast ou je sais pas quoi, et puis hop. Et puis des répliques, des flèches pour les réplications de données entre tout ce monde-là. Mais c'est vrai que le coût est monstrueux, et en fait, on arrive aussi dans des dilemmes dans les boîtes, en mode, pour moi, hein, le projet est juste infaisable, c'est-à-dire au bout d'un moment, c'est soit on fait du monocloud ou du monocloud un peu avec quelques clouds autour comme Cloudflare, etc., ou les backups qu'on parlait, ou des choses un peu spécifiques. Soit on fait du multi-cloud, mais dans ce cas-là, ça coûterait tellement cher qu'en fait, c'est même pas rentable pour la boîte, en fait. C'est non viable. Ouais, C'est ça, non, faut. ouais, non viable, en fait, économiquement. Donc, bon. Et puis ça veut aussi dire que ton mariage avec ton cloud provider, tu peux décider de ne pas le faire, hein. Mais si tu fais du multi-cloud, c'est pas décider de ne pas le faire, c'est que c'est impossible d'utiliser le moindre truc trop avancé de ton cloud provider, parce que sinon ça veut dire que ton application, elle sera pas capable de tourner sur un autre. Ouais, c'est ça ce que Donc j'ai, tu c'est que t'enlèves, tu nivelles vers le bas. là c'est plus un nivellement par rapport, hein. Oui, non, mais. C'est t'arrives au niveau zéro quoi. Après, on va quand même voir, je pense qu'on va aussi voir un peu du multi-cloud avec l'AI, mais pareil, sur des scopes spécifiques. Aujourd'hui, on est chez Amazon. Enfin, si vous êtes chez Amazon, vous avez accès à certains modèles chez Bedrock pour faire du LLM, donc notamment Anthropic. Anthropic, est-ce que partenaire, enfin Claude, Anthropic a des partenariats avec Amazon, donc les modèles sont dispo là-bas, plus des modèles Amazon, plus des modèles communautaires, etc. Mais si vous voulez faire par exemple de l'OpenAI ou même utiliser certains modèles de Google, etc., bah en fait, vous n'avez pas le choix que d'aller taper un autre cloud provider. Donc moi, c'est plus ça que je vais voir aussi dans le futur, dans certains domaines assez précis comme l'AI ou des choses comme ça, ou même l'OCR. L'OCR de Mistral, il marche très bien. Peut-être que vous ne pouvez pas utiliser celui d'Amazon, mais celui-là. Mais là, on est sur du multi-cloud, sur des fonctionnalités assez précises, je trouve, encore une fois. Mais parce Est-ce que c'est qu'on des est produits qui vraiment sont sur pas, du multi-cloud? C'est pas juste vraiment, que, c'est du multi-API. ouais, c'est juste que le truc que tu veux utiliser, il est Il est pas dispo ailleurs, que ouais. quelque part, tu vois. C'est ça, T'as mais tu pas vas le pas mettre choix ton de le infra mettre sur le chez toi. truc. Ouais, tu vas pas mettre ton infra chez l'autre, tu vas juste utiliser son API sur un scope limité. Mais ça, c'est ce qu'on a. Moi, je j'ai pas creusé du tout ce côté, on va dire, IA à ce niveau-là, mais j'ai l'impression d'entendre un peu la même chose que j'entendais il y a maintenant plus de 10 ans avec les bases de données. Où on avait chaque fournisseur de bases de données qui disait non, mais moi je vous l'offre en SaaS, surtout les bases de données open source, qui disaient on a une offre en pass où même si vous êtes sur AWS ou autre, vous ouvrez globalement le flux vers nous et vous faites notre base de données. Nous, on est les créateurs, c'est optimisé et tout. Et du coup, ils essaient de pousser un peu à gauche à droite. Et à la base, moi, les premières fois que j'entendais vraiment parler du multi-cloud, c'était ça, où des gens ils te vendaient ça en disant, alors ça c'était la vision, pareil, hein, ça devait être les commerciaux de SN qui disaient ça à l'époque, grand visionnaire, qui était, oh ben vous allez voir, dans 5 ans, vous aurez votre compute chez Amazon. Par contre, les bases de données, vous avez du Postgre, ben vous serez chez la startup qui gère Postgre, la boîte qui gère Postgre, parce que eux ils savent vraiment comment faire. Vous aurez les meilleurs perfs au meilleur prix, etc. Et de l'autre côté, vous aurez pareil pour votre autre système, votre Redis, il sera chez Redis, etc. Bon, enfin, tout ça pour dire que la vision des choses était vraiment très dispersée comme ça. Et puis au final, avec le temps, ça c'est bon, on a vu ce que ça a donné. C'est globalement les gros cloud providers, ils ont commencé à faire un peu tout très bien et ils ont commencé à faire pour les trucs qu'ils ne savaient un peu moins bien faire, soit en partenariat, soit en forquant, soit un peu, on va dire, sous forme de entre guillemets marketplace. Donc du coup, est-ce qu'avec l'IA, on va pas aussi en arriver là à un moment? Est-ce qu'à un moment, moi, AWS, ils vont pas négocier pour avoir, on va dire, exactement les mêmes modèles ou les tunings ou autres que les autres et En vrai, tu sais, tu prends un Elastic Cloud aujourd'hui, ça tourne déjà complètement sur AWS. Tu prends à peu près n'importe quel produit qui est disponible en cloud. Le premier cloud sur lequel il déploie, c'est AWS. Souvent, le deuxième, c'est GCP. Et des fois, il y a Azure qui arrive un jour. Et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que tu prends AWS, ils ont toutes les features qu'il faut, qui permet de garder tout chez toi en privé. Tu fais un private link entre les deux VPC et c'est réglé. T'as accès juste à l'API, mais en privé. Enfin, c'est nickel, quoi. Et après, donc quand tu veux créer un SaaS ou un espèce de pass pour vendre du Elasticsearch, c'est ultra pratique parce que c'est magique en fait, c'est juste ultra magique. Ouais. Après, spécifiquement sur l'IA, je pense qu'on est encore dans un mode où
ou juste non, parce qu'aucun des providers, même les trois gros, sont incapables de fournir suffisamment de GPU pour que ça tourne intégralement chez eux, quoi. Je pense que de toute façon, on a une guerre du GPU sous-jacente de qui arrive à raquer le plus de GPU le plus rapidement possible, et que et qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les trois, parce que sur ce sujet-là, ils sont trois, plus OpenAI, plus Anthropic qui rack aussi, plus Grok qui rack aussi de son côté, plus machin, enfin, tout le monde, il y a beaucoup de monde qui rack du GPU à pleine balle. Même Oracle, etc. Oui, c'est tout le monde est dessus. Après, sur les modèles, c'est. Tu vois, si on prend l'exemple de base de données de Damir, bah, c'est comme si en fait aujourd'hui Amazon ils avaient une base de données relationnelle, Google ils ont une base de données documents et Azure ils ont une base de données, je sais pas, colonne. Et de temps en temps, t'as quand même besoin de l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, bah, c'est pas dispo et c'est comme ça quoi. Parce qu'il y a quand même des modèles qui ont des spécificités, qui fonctionnent plus ou moins selon les use cases. Ça c'est à tester bien sûr. Et toutes les boîtes veulent un peu garder leur spécificité aujourd'hui pour attirer le client, bah, comme l'a dit Maxence, sur leur infra qui leur a en plus coûté très cher. Mais bon, on reste sur un scope assez limité. En effet, c'est pas du vrai multicloud comme on l'imagine. Et surtout, t'as pas un besoin de... typiquement, si on reprend ton exemple Thomas de pourquoi tu déploies pas ton workload chez AWS et tes DB chez GCP, c'est parce que même avec le meilleur setup de connexion entre les deux, ta latence, elle est invivable en fait. C'est impossible, c'est beaucoup trop haut. Alors que sur Ah l'IA, mais de toute façon, déjà, elle va te répondre pas rapidement. Donc, si tu perds 10 millisecondes de plus, tu t'en fous, tu vois. T'en as rien à faire que ça réponde 10 millisecondes plus vite globalement. non, mais je suis d'accord. Mais moi, je rappelais la vision là, parce que c'était la vision qu'il y avait à 10 ans et on l'a un peu oublié, hein, que les gens vantaient ça. Mais moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, hein, la futurologie en général. C'est à imaginer le futur à partir de l'actuel. C'est un exercice qui est très casse-gueule parce qu'on peut quasiment jamais avoir raison, mais qui est du coup très intéressant parce que ça nous force à creuser un peu les possibilités. Et oui, non, mais je suis d'accord que l'IA a sûrement moins de contraintes niveau réseau qui permet de faire comme ça. Et dans tous les cas, il y a déjà plein de choses, mais on est aujourd'hui, quand on a une application un minimum grosse, on a des dépenses et en soi, on pourrait dire dans l'extrême qu'on est multi-cloud dans le sens que souvent notre application est dépendante d'autres services. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, hein, mais moi, je le vois souvent. Nous, pour rappel, je travaille dans une entreprise du coup Waze qui héberge beaucoup de moins, qui infogère beaucoup de clients et assez rapidement, en fait, on a tendance à penser que son application, elle est isolée, on maîtrise tout. Et puis, on peut très vite se rendre compte que, en fait, on dépend de cette API, on dépend de cette plateforme. Et ça, c'est un truc que je rapproche du multi-cloud, c'est les dépendances qu'on a. Et je trouve ça important de bien connaître ces dépendances et de surtout savoir un peu quel est l'impact et de le minimiser. Bon, un truc con, hein, mais si jamais vous avez je sais pas, vous avez je vais prendre le cas le plus bateau, mais vous avez du coup un site juste avec des news ou autre, et vous avez un système pour la monétisation ou autre. Bah, si jamais il est en panne, parce que généralement il est externe, la régie, si jamais il est en panne, c'est quand même bien que votre site s'affiche, quoi, hein, plutôt qu'afficher une erreur. Donc, arriver à bien gérer justement ces dépenses quand on fait du multi-cloud, parce que là, du coup, on reparle du multi-cloud plus sous forme de répartir des services sur plein de différents systèmes en fonction du besoin, du prix, etc. Je pense que c'est aussi important de garder ça en tête et de le gérer au mieux pour éviter de créer en fait des pannes globales. Parce que moi, c'est un peu le gros truc que je vois avec le multi-cloud, c'est quand même qu'on maximise les chances d'avoir une panne, quoi. Bah, typiquement, je pense que... je sais pas si vous avez un peu regardé Twitter, juste après l'incident sur AWS, il y avait énormément de gens qui se disaient, ah ouais, mais en fait, mon site était down, pourtant je suis pas chez AWS, hein, je suis hébergé sur un VPS ou dans un coin, mais j'utilise une brique d'authentification un peu en mode SaaS, et elle, bah, elle est sur AWS et j'étais complètement couché, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus, et c'est que globalement, aujourd'hui, Internet est ultra centralisé par rapport à ce qu'il était au début. Enfin, je sais pas votre avis, mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on est juste ultra centralisé chez quelques gros, et on peut dire que c'est faux, mais en pratique, on est juste ultra centralisé à mort. Ouais, t'as raison. Mais le marché a fait ça parce qu'en fait, ils ont sorti des produits tellement en avance, avec un petit nombre d'acteurs qui se partageaient le gâteau, qu'en fait, ils ont tout récupéré. C'est-à-dire que le gain de productivité d'utiliser ces boîtes-là est tellement élevé que tout le monde est allé dessus en se disant, et a raison, bah, si je le fais pas, moi, la concurrence va le faire, et en fait, je vais me faire défoncer parce qu'ils vont déployer, enfin, shipper beaucoup plus vite que moi. Et Hein. ça, et forcément, après, ça a créé des géants. Et d'ailleurs, on le voit même des géants
en termes de valorisation. Aujourd'hui, les deals sur l'IA, etc., enfin, les types ils sont en mode, ouais, allez, 600 milliards, c'est de l'argent de poche, quoi. Enfin, on est sur des boîtes qui ont des budgets limités étatiques. Et donc, ouais, on verra ce que ça donne. C'est un autre débat qu'on pourrait avoir, ça, sur la centralisation, les mégacorps, on va dire, du monde de la tech. C'est assez intéressant de voir où ça va aller. Et notamment le fait qu'elle soit seulement US. Mais ouais. Mais c'est vrai sur tous les sujets, hein. Ouais, Là, on parle de compute, mais tu prends le réseau, c'est pas beaucoup mieux, ouais, hein. c'est la même, ouais, mais tout. Demain, Enfin, je sais plus combien d'acteurs, mais t'en as un qui commence à tout sauter un petit peu. Si tu perds la moitié du monde, ton sapin de Noël, il va moins bien clignoter, hein. ouais, tu m'étonnes. Tout comme envoyer des emails, ça passe aux US, parce que ton Gmail, il envoie les emails par les US. Un petit aller-retour. Mais ça, je pense qu'on en reparlera du coup. C'est une bonne idée de sujet pour le coup, de parler un peu de cette centralisation et un peu débattre de ce qu'on en pense. Et bon, après, je pense il y aura pas grand monde pour dire que c'est une bonne chose, mais globalement, d'en parler, ça pourrait être intéressant dans un autre épisode. Ouais, je suis d'accord. Je vais finir par un dernier point, c'est que je trouve que le multi-cloud, par contre, niveau sécurité, c'est quand même très casse-gueule aussi. Même on peut mettre du SSO, etc., sur beaucoup de choses, au niveau de l'infra, ça nécessite souvent quand même si on veut faire quelque chose qui soit split, entre guillemets, qui est des microservices l'un ou de l'autre, ça demande une discipline, une gestion de flux qui est un peu plus complexe à avoir, une visibilité qui est un peu plus complexe à avoir vu que c'est sur plusieurs éléments et que les règles sont pas forcément les mêmes, etc. Donc faut s'adapter, il faut niveler souvent vers le bas. Donc c'est vrai que cette partie-là, moi c'est aussi un des trucs qui fait que je trouve que le multi-cloud, ça donne pas spécialement envie parce qu'on n'a pas parlé de cette partie-là qu'à gérer, on a parlé de la partie finance, etc. Mais c'est quand même un sacré morceau aussi. Je sais pas si je ferais du nivellement par le bas. Je pense qu'en fait, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui sur notre micro multi-cloud qu'on fait, mais on utilise toujours sur Amazon toutes les features d'Amazon qu'on peut, c'est-à-dire d'un point de vue IAM, etc. Et sur l'autre cloud provider, on essaye d'aller aussi le plus loin possible, même si c'est des systèmes d'authentification différents. Bon, après, il y a des choses qu'on peut centraliser, je veux dire, mais c'est sûr que la gestion des rôles et des identités, ça va pas être la même parce que chaque cloud est assez unique sur ça. Pareil, si on parle de l'aspect sécurité, réseau, forcément, il y a de la conf à faire des deux côtés qui est complètement différente, parce que c'est pas forcément les mêmes logiques parfois. Mais je pense qu'il vaut mieux se mettre dans l'optique, vivre avec les spécificités de chaque cloud, on va dire, et quitte à souffrir un peu, mais au moins chaque cloud est carré dans son scope, on va dire. Plutôt que se dire, bon, en fait, on fait du multi-cloud, mais on est obligé de revenir à de l'authentification par mot de passe sur toutes nos bases, ou SSH pareil. Enfin, revenir en fait sur des pratiques peut-être un peu moins orientées cloud, pour qu'elle soit identique partout. Enfin, moi, je le verrais plus comme ça en réalité. Non, non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, je parlais plus d'une question aussi. Du coup, on en revient au truc du moyen, quoi. Mais tout ça, ça demande des moyens parce que ça demande C'est sûr. de développer les deux clouds en fait en parallèle. C'est ça, les deux complètement. Et C'est ça, pour ça, le avec coup, leur spécificité et de l'expertise. ouais. Parce qu'il faut des compétences dans les deux, à fond quoi. C'est pas juste de la VM, etc. Là, il faut all-in des deux côtés et connaître toute la stack. Et ça, malheureusement, c'est pas la majorité en fait qui va investir un maximum C'est comme ça. ça pour les deux. La plupart, ça va être de réduire au max, c'est mutualiser un maximum pour avoir quelque chose qui est cost efficient. Mais bon, ça dépend de comment est dirigée la vision produit, on va dire. Je pense en tout cas qu'on a fait un bon tour du sujet. Ouais, je suis d'accord. On a parlé Moi, un peu de pas mal de choses. On a plein de choses qu'on aimerait dire, mais je pense qu'on a plusieurs idées d'épisodes du coup qui se dégagent de celui-ci. Donc c'est bien, on pourrait être motivé pour faire notre rentrée de janvier en avril, du coup, c'est ça. avec ces nouveaux épisodes. Mais non, plus sérieusement, on a de toute façon un épisode qui est déjà sorti normalement, à l'heure où vous entendez celui-ci qu'on avait enregistré, mais qu'on avait un peu oublié de publier. Et puis, du coup, cet Vends épisode-là... pas les secrets, c'était un secret industriel, ça, fallait pas le dire. Ah, mais Les si gens, on... ils vont savoir après Il sera sorti, qu'on il n'est pas sera sorti. organisé. Ah oui, bon, ça, ils le savent déjà. Ah, mais après, il y aura un problème de logique. Ça veut dire qu'on a fait notre rentrée de 28 et l'épisode qu'on avait oublié, le fameux, imaginons, il sort le 2 novembre. Les gens, ils vont se dire, mais il y a un petit problème d'espace-temps. Donc, Oui, en effet, ouais. non, mais on est transparent là-dessus. Mais pour le coup, voilà. En tout cas, c'était bien cool de vous retrouver. C'est une petite discussion tranquille, bien sympa. Et on a plein de sujets à aborder ensemble. Et je pense qu'on va pouvoir reprendre un rythme un peu meilleur maintenant que
que la rentrée est passée et qu'il y aura juste les fêtes de fin d'année, mais on va essayer d'en enregistrer d'autres avant. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Maxence et merci à Mathieu d'avoir été avec nous pour parler de ça. Si vous avez un petit mot de la fin. Pour le mot de la fin, non, j'ai pas. Là, pour le coup, j'ai pas de mot de la fin. J'ai l'impression qu'on a tout dit et j'ai pas de conclusion marquante, tu vois. Là, j'ai pas de hot take, tu vois, à balancer à la fin, histoire de partir avec, tu vois, avec panache. Je sais pas, Maxence, si t'as quelque chose à dire. Je peux pas avoir de hot take, mais j'aimerais beaucoup trouver quelqu'un qui voudrait bien témoigner ici sur le fait que lui, il fait du multicloud bien et contrebalancer notre avis assez tranché. Ouais. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup voir, à titre Pour de perso, vrai, hein, ouais. une entreprise qui utilise vraiment le multicloud et qu'on puisse en discuter vraiment, quoi. Parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir comment ils ont fait et comment ils ont survécu aux différents problèmes dont je vais pas revenir sur les 45 dernières minutes, mais vous avez compris l'idée. Ah, je suis assez d'accord. Si vous connaissez quelqu'un qui fait du multi-cloud de manière sérieuse, on est intéressé et on l'accueillera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à le taguer et on pourra, et qu'il puisse nous contacter directement sur Twitter, Blue Sky ou tout autre réseau disruptif et décentralisé. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, ciao! Salut!